Stéphanie Henriette Vaucher. Vous restez sur place, vous n'allez pas au public? Non, je ne bouge pas. D'accord, très bien, très bien. Pardon. Et donc, je ne trouve plus... Voilà, c'est ça. Stéphanie Henriette Vaucher est professeure de droit public à l'Université Paris-Nanterre et membre senior de l'Institut universitaire de France. Elle a publié de nombreux travaux et ouvrages sur le droit et la bioéthique, les libertés corporelles et les rapports entre genre et droit. Voilà. Et une de ses dernières publications, et c'est la raison pour laquelle je l'ai invitée aujourd'hui, c'est son article sur pourquoi et comment constitutionnaliser l'avortement. Vous savez que c'est une question qui va ressurgir dans le débat public à la rentrée, et cette constitutionnalisation de l'avortement fait suite aux événements aux États-Unis en juin 2022, où il y a eu, entre autres, ce type de réaction. Et je compte beaucoup sur Madame Vaucher pour nous expliquer les tenants et les aboutissants et ce qu'on peut espérer de cette constitutionnalisation. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, surtout pour l'invitation. Je suis très heureuse de venir partager quelques réflexions sur cette hypothèse de la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Et je vais... on pourrait parler très très longtemps et on m'a donné un temps limité, donc je vais aborder que certains aspects et peut-être les aspects les plus théoriques de la question, mais bien sûr, je peux répondre dans le temps de questions à des questions plus précises sur les quelques initiatives qu'il y a eu en France ces derniers temps. Alors je crois qu'on est dans une table ronde intitulée « Disposer de son corps, un droit fondamental en péril ». Arlette Gauthier nous a fait un panorama très impressionnant à l'échelle du monde. Sur la question de l'avortement, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour penser à des exemples de pays où on sait très bien que le droit à l'avortement est en péril. Arlette Gauthier a mentionné rapidement la Pologne et les États-Unis, c'est évidemment le cas. Je signalerai simplement qu'aux États-Unis, petite parenthèse avant de rentrer dans la question théorique ou française, il est très important de comprendre que ce fameux arrêt Dobbs de juin 2022 par lequel la Cour suprême américaine a renversé sa jurisprudence antérieure qui consistait à dire qu'il y avait dans la Constitution une protection du droit des femmes à interrompre leur grossesse. En fait, cet arrêt Dobbs n'est pas du tout un point d'arrivée, n'est pas du tout l'aboutissement ou la victoire du camp conservateur qui, depuis des décennies, avait déjà entrepris une véritable guérilla juridique contre l'arrêt Roe versus Wade de 1973 qui consacrait le droit à l'avortement. C'est pas un point d'aboutissement, c'est plutôt, à mon avis, un point de départ. Je rentre de 5 mois aux États-Unis, j'ai regardé beaucoup de décisions, d'évolution de ce qui se passe depuis l'arrêt Dobbs, depuis à peu près 1 an. Et en réalité, ce qu'on voit, vous avez entendu parler certainement des décisions d'avril sur l'interdiction de la pilule abortive, par exemple. En réalité, toute la nouvelle littérature juridique, que ce soit les lois des États qui mettent des interdictions de l'avortement au-delà de 6 semaines, les arrêts sur la pilule abortive, etc., la nouvelle rhétorique, c'est véritablement celle de la personnalité juridique de l'enfant à naître. Et donc, véritablement, la simple remise en cause d'une protection fédérale du droit à l'avortement, je ne pense pas que ce soit le point d'aboutissement. Je crois qu'il y a véritablement des acteurs qui sont très mobilisés pour aller beaucoup plus loin et pour arriver probablement, non pas à la remise en cause d'un droit constitutionnel, mais à la possibilité d'une interdiction fédérale, ce qui serait évidemment quelque chose de tout à fait différent. Alors, après cet arrêt Dobbs, il s'est passé quelque chose de très intéressant en France, vous vous en souviendrez, c'est que assez vite, un très grand nombre de groupes politiques et parlementaires, depuis la gauche en passant par la majorité présidentielle jusqu'à relativement loin à droite sur les bancs parlementaires, plus le soutien de personnalités politiques, premiers ministres, etc., il y a eu une sorte de consensus autour de l'idée qu'il était nécessaire, utile, opportun d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Et
une fois n'est pas coutume, cette idée a été assez rapidement suivie des faits, puisque en novembre 2022, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de révision constitutionnelle à cet effet. Le projet a été transmis au Sénat, qui, par un vote, si je ne me trompe pas, du 1er février 2023, ne s'est certes pas opposé à l'idée d'une constitutionnalisation, d'une mention de l'avortement dans la Constitution, mais a reformulé le texte de manière très importante et en réalité en le vidant de l'essentiel de sa portée. Parce que, on reviendra dessus dans les questions, mais le texte voté par le Sénat en février 2023, l'idée c'était d'inscrire dans la Constitution le fait que la loi, donc le législateur, le Parlement, peut déterminer les modalités selon lesquelles les femmes peuvent exercer leur liberté d'interrompre la grossesse. Alors ça, en réalité, je vais dire de manière un peu brutale, mais le temps m'étant compté, je vais vite, ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien d'écrire ça dans la Constitution, puisque on le sait déjà que la loi peut déterminer les modalités selon lesquelles les femmes peuvent user de leur liberté d'avorter, puisque le législateur l'a fait à de multiples reprises depuis la grande loi inaugurale du 17 janvier 1975, la loi Veil. On en a des dizaines des lois par lesquelles le législateur détermine les modalités selon lesquelles les femmes peuvent décider d'interrompre leur grossesse. Donc c'est pas vraiment de ça qu'il s'agit. De sorte que on a deux textes différents votés dans les deux chambres, ce qui ne permet pas de faire une révision constitutionnelle. Je crois qu'il y a un peu de tension, d'incertitude au sein de l'Assemblée nationale sur le point de savoir si c'est même utile de reprendre l'opération sur la base du texte aussi atténué, aussi affaibli que celui qui a été voté par le Sénat. Et entre-temps, comme vous le savez, le président de la République a dit mais de toute façon, cette question sera intégrée dans un projet de loi constitutionnelle que j'ai l'intention de présenter et qui sera une révision plus vaste qui ne portera pas que sur la Constitution. Bon, on ne sait pas quand ce projet constitutionnel aura lieu, on ne sait pas non plus quel en sera le contenu, et il y a évidemment fort à craindre que le fait de noyer, si je puis dire, la question du droit à l'avortement dans un projet constitutionnel beaucoup plus vaste ne résulte dans le fait que l'hypothèse de la constitutionnalisation de l'avortement fasse les frais de désaccords sur d'autres questions. Imaginons, par exemple, que le projet de loi constitutionnelle veut revenir au septennat. Je prends un exemple absurde, je n'ai aucune information sur cette question. Eh bien, on peut très bien imaginer que l'opposition à un retour au septennat pour la durée du mandat présidentiel emporte le rejet du projet et que, du coup, d'avortement, il ne soit plus question. Alors, ça, c'est simplement ce qui s'est passé en France. Alors, ce que je voudrais simplement, peut-être le point essentiel pour en venir à mon propos un peu plus théorique, que je voudrais partager avec vous, c'est que aujourd'hui, donc, la Constitution française ne fait aucune référence à l'avortement ni aux droits reproductifs. Mais à ce titre, la Constitution française n'est pas du tout spéciale ou particulière. En réalité, aucune constitution dans le monde ne s'intéresse à la question de l'avortement ou au droit à l'avortement, puisque plus exactement, l'avortement est explicitement mentionné dans 3 constitutions dans le monde. Celle de l'Eswatini, qui est l'ex-Swaziland, la Somalie et le Kenya, mais bien sûr, ce n'est pas pour garantir le droit à l'avortement, c'est pour interdire l'avortement. Donc ça, c'est les seules constitutions qui se réfèrent à l'avortement à l'échelle du monde. Pour le reste, on a quelques constitutions relativement récentes qui évoquent soit le fait que la santé reproductive est une composante de la santé, soit le fait que les femmes ont droit à une autonomie décisionnelle en matière reproductive, mais aucun texte ne spécifie alors que l'avortement est protégé par ce biais. Et ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est de réfléchir à ce silence, à cette absence de l'avortement dans les textes constitutionnels. Et je voudrais, pour ce faire, souligner le profond paradoxe que signale ce silence. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une constitution ? Qu'est-ce que c'est qu'un texte constitutionnel ? C'est à bien des égards la formalisation juridique du contrat social. C'est l'acte fondateur, le socle, le moment de création de la communauté politique. Et de ce point de vue, on peut considérer en effet qu'il est très paradoxal que des textes aussi importants que des textes constitutionnels négligent et restent muets sur les questions de reproduction et de perpétuation des communautés politiques. Puisqu'évidemment, toute communauté politique dépend radicalement et existentiellement du travail reproductif, du fait que la reproduction ait lieu. Et dans ce contexte, le silence de la très grande majorité des constitutions du monde sur les questions reproductives et singulièrement sur l'avortement peut être lu comme
une des dimensions de l'ordre profondément genré du paradigme constitutionnaliste moderne, c'est-à-dire celui avec lequel on vit depuis la fin du XVIIIe siècle. Et il me semble que de ce point de vue, les travaux de la philosophe Carol Pateman, dont le grand œuvre s'intitule « Le contrat sexuel », est très éclairant pour réfléchir justement à cette culture constitutionnelle qui est la nôtre. Carol Pateman a bien montré dans son ouvrage comment les théories classiques du contrat social étaient profondément ancrées dans l'inégalité entre les sexes. Dans les théories classiques du contrat social, vous le savez, vous vous en souvenez pour l'avoir étudié ou alors parce que vous faites réviser vos enfants pour le bac philo qui a lieu la semaine prochaine. Dans le récit classique des théories du contrat social, l'individu rationnel et autonome renonce à certains de ses droits pour conclure le pacte social, ce qui donne naissance à la puissance souveraine en mesure de gouverner pour l'intérêt général. Or, cet individu rationnel et autonome de la théorie politique de la fin du XVIIIe siècle sur lesquels s'appuient ces théories classiques du contrat social, eh bien, c'est un homme. Le fil narratif des théories contractualistes prétend que tous les sujets ont la liberté de se livrer au travail productif et politique. Mais Carol Pateman nous montre bien que ceux qui peuvent s'activer dans la sphère publique ne peuvent le faire que parce que, en amont du contrat social, il existe un contrat sexuel qui fonde la distinction entre la sphère privée où se livre le travail reproductif et la sphère publique où peut se déployer le travail productif et politique. Pateman nous invite donc à réaliser que les sujets qui s'activent dans la sphère publique et politique ne peuvent jouir de la liberté de le faire que parce qu'en amont, leur dépendance, la dépendance qui est une condition essentielle de la condition humaine, sont gérées par autrui et, en l'occurrence, par des femmes. Et je pense que ces éléments de cadrage de la réflexion sur le silence des textes constitutionnels de par le monde, encore une fois, sur les questions reproductives, permet de mesurer l'importance de l'hypothèse dont on s'est approché, dont on s'éloigne peut-être, de la constitutionnalisation de l'avortement et des droits reproductifs. Je crois que c'est vraiment cette question, cette hypothèse de l'insertion d'un droit à l'avortement et des droits reproductifs dans la Constitution, c'est une manière de changer véritablement de culture constitutionnelle et de passer à une culture constitutionnelle où on n'invisibilise plus justement les conditions de la reproduction de la communauté politique, et on ne l'invisibilise plus en affirmant que toutes ces questions ont trait à, en réalité, l'égale citoyenneté. L'égale citoyenneté comme véritablement un des prismes de la réflexion sur les droits reproductifs. Alors évidemment, ça dépend de ce qu'on constitutionnalise exactement, puisqu'on est bien d'accord que dire le droit à l'avortement, ça peut recouvrir beaucoup de choses. Ça peut recouvrir d'abord, et à minima, la liberté de recourir à l'avortement sans encourir de sanctions. Et si on réduisait le droit à l'avortement à cela, ce qui est déjà très important, et Arlette Gauthier nous a rappelé que ce n'était pas toujours le cas à l'échelle du monde, loin de là. Mais en gros, cette version-là du droit à l'avortement, c'est la consolidation de l'héritage direct de la loi Veil, disons, de la décriminalisation de l'avortement. Mais on peut aussi comprendre le droit à l'avortement dans une perspective plus ambitieuse, si on l'attache justement à cette dimension d'égale citoyenneté, un peu comme la concrétisation juridique de ce qu'on pourrait appeler dans d'autres disciplines la socialisation d'un risque, puisque si véritablement il s'agit de faire... de changer de culture constitutionnelle, on pourrait, par une conception large du droit à l'avortement et des questions reproductives, affirmer tout simplement l'intérêt fort qui s'attache au fait de concevoir l'avortement non seulement comme un droit d'autonomie et de vie privée articulé à titre principal à une décision individuelle, mais au-delà comme une des questions de la pleine égalité entre les personnes. Et de véritablement, en liant ces questions reproduction individuelle et reproduction politique, reproduction de la communauté politique, envisager ces questions véritablement comme une question de pleine citoyenneté. Je voudrais bien qu'on ait le temps de continuer à échanger. Donc je termine juste en signalant un des développements intéressants qui se passent aujourd'hui en Irlande. L'Irlande, il n'y a pas très longtemps, a été un des pays les plus conservateurs sur les questions qui nous intéressent aujourd'hui, puisque depuis 1982, la constitution irlandaise
écrivait qu'il y avait un droit à la vie de l'enfant à naître, et donc il y avait véritablement une interdiction constitutionnelle de l'avortement. Cette interdiction constitutionnelle a été levée par voie référendaire en 2018. Et ce qui est intéressant, c'est que ce référendum, il a fait suite à une assemblée citoyenne constituante. Et en 2019, une autre assemblée citoyenne constituante a été nommée sur les questions d'égalité de genre et qui doit réfléchir notamment à un autre article de la Constitution irlandaise, qui est l'article 41. L'article 41 de la Constitution irlandaise, aujourd'hui, il dit que le travail réalisé par les femmes à la maison est une contribution à l'intérêt de l'État dans la reproduction sociale. Alors évidemment, c'est un vocabulaire qui n'est pas très doux aux oreilles de celles et ceux qui sont attachés à l'égalité entre les sexes, puisque évidemment, il cantonne les femmes, il affirme véritablement que ce sont les femmes qui sont en charge de toutes les questions de la reproduction, de la gestion de la dépendance, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qui est en train de se passer autour de cette disposition, puisque l'Assemblée citoyenne et elle est suivie par le gouvernement irlandais qui a annoncé un référendum sur cette question en novembre 2023, a proposé de dire on va garder le fond de la mesure, c'est-à-dire affirmer la valeur politique, publique, l'intérêt public qui s'attache aux questions de reproduction et de care. Et simplement, on va se débarrasser du vocabulaire qui date de la Constitution de 1937, genré, qui assigne cette fonction aux femmes. Et donc, il n'est pas complètement impossible que si cette proposition de la Commission est adoptée à l'issue d'un référendum qui pourrait avoir lieu dans quelques mois, l'Irlande, en quelques années, soit passée du texte le plus conservateur sur ces questions au texte, en réalité, le plus progressiste, puisque ça serait véritablement très, très novateur, comme j'ai essayé de l'expliquer, d'affirmer pleinement dans un texte constitutionnel le bien commun, la valeur politique qui s'attache aux questions de reproduction. Je me tais pour qu'on puisse